Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. La tribune des décideurs chaque lundi, 12h30, ce rendez-vous en direct que vous pouvez suivre à la fois sur le site de latribune.fr et décideurtv.com. Vous pouvez bien sûr interpeller notre invité en posant toutes vos questions qu'on essaiera de retranscrire et auxquelles on essaiera de répondre en direct, en tout cas lui. Aujourd'hui, il s'agit de Denis Terrien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Groupe 3SI depuis 4 ans. C'est une société qui regroupe 3 Suisses, la marque la plus connue sans doute. Vous êtes par ailleurs président d'une association Entreprise et Progrès. On va vous interroger donc avec l'aide des internautes et d'Éric Walter, que nos amis lecteurs connaissent bien, le patron de la Tribune, la directeur de la rédaction de la Tribune. Alors, Monsieur Terrien, bienvenue. Vous avez lancé Amazon en France il y a un peu plus de 10 ans maintenant, donc vous êtes tombé dans le e-commerce tout petit, on peut dire, et vous connaissez bien cette problématique, et ça nourrit une autre réflexion et une autre de vos casquettes, qui est celle d'Entreprise et Progrès, une association qui milite pour le progrès économique, mais en passant par le progrès social. C'est la conviction de votre association. Combien de sociétés dans Entreprise et Progrès ? Plus de 120 sociétés. 120 membres. Et alors, vous allez nous expliquer en quoi cette association se distingue de ses petits camarades. On va revenir là-dessus, mais peut-être un mot d'actualité, puisque vous travaillez dans le monde de la VPC qui mue vers le e-commerce. Il y a le dossier La Redoute actuellement. D'ailleurs, c'est une question de Jérôme. Quel est, selon vous, le devenir de La Redoute ? Alors, j'ai comme habitude de ne pas me prononcer sur des sociétés qui sont concurrentes. En revanche, cette société, comme tout un tas d'autres, vivent une période de mutation profonde. Et ce que l'on croit, ce que je crois en tant que dirigeant et ce que l'on partage au sein d'Entreprise et Progrès, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en crise. On est dans une mutation profonde, que ce soit une mutation technologique, c'est l'exemple de l'e-commerce par rapport au commerce, une mutation des aspirations des gens. On parle beaucoup de la génération Y, mais il y a aussi des jeunes ou des moins jeunes qui ont une autre relation vis-à-vis du temps et du travail, et aussi une mutation avec la mondialisation. Donc là-dessus, il y a deux méthodes. Soit on dit c'est une crise et demain sera comme hier, et donc surtout on ne change pas, on attend que ça passe et ça ira mieux demain. C'est la position de Martine Aubry un peu, ça ? Non, je pense espérer que tout qu'on le va monde... revenir je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont réalisé que cette mutation était là. Deuxième solution, c'est réaliser que la mutation est là et passer par le dialogue social pour les entreprises sur de quoi sera fait demain et comment on s'y adapte. Qu'est-ce qui a fait que les 3 Suisses, puisque vous avez évoqué cette mutation, apparemment n'a pas les mêmes difficultés, ou en tout cas peut-être opérer cette mutation que, semble-t-il, La Redoute n'a pas fait? Alors je ne peux pas parler... Non, mais justement, parlez-nous de ce que vous avez fait, vous. En revanche, dans le groupe que je dirige, effectivement, nous avons été confrontés à l'arrivée de l'e-commerce. Aujourd'hui, le groupe 3SI est le 3e groupe d'e-commerce en France, avec des sociétés comme Bruno, en matériel de bureau, Blanche-Porte pour les seniors, Becquet pour l'âge de maison et 3 Suisses aussi. Et nous sommes aussi le premier groupe de services aux e-commerçants. Et nous donnons donc aussi bien des photos, que nous faisons des photos de la logistique, des call centers pour tout un tas d'e-commerçants. Donc plus de B2B et peut-être plus de diversification. Plus de spécialisation. Dans les activités commerciales se sont focalisées sur des activités bien précises et des segments de consommateurs bien précis. Et à côté de ça, les activités qu'historiquement on disait de back-office sont devenues des parties intégrantes du groupe, des experts dans leur domaine. Est-ce que ça veut dire qu'en termes d'emploi, par exemple, le groupe 3 Suisses est resté à peu près étal ou même a augmenté ses effectifs? Alors aujourd'hui, ça dépend parce qu'il y a des sociétés qu'on a rachetées, d'autres qui sont parties. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est dans tout un tas de sociétés telles Mondial Relais, par exemple, qui fait de la livraison à domicile, nous avons recruté. Nous avons des call centers aussi Mezzo, dans lesquels nous avons créé un nouveau call center l'an dernier, il y a 2 ans, à Bordeaux et l'an dernier à Barcelone. Alors on le rappelait, vous avez lancé Amazon en France au départ de l'aventure d'Amazon.
C'est votre principal concurrent maintenant, j'imagine. Vous le retrouvez face à face. C'est un concurrent que je respecte. Je serai toujours émotionnellement attaché à cette entreprise. En revanche, comme toute entreprise, une fois qu'il y a des forces en un endroit, il y a aussi des faiblesses dans l'autre. Et il nous appartient de savoir être différenciant et meilleur là où on peut les battre. C'est-à-dire qu'on peut exister face à Amazon. On a l'impression d'un rouleau compresseur. On le voit sur des marchés comme Virgin, sur les produits culturels, qui jettent l'éponge. Est-ce que vous dites qu'il y a une recette? Je pense qu'il y a une recette. Amazon est une approche très agnostique, loin du client, en disant ceux qui ont aimé ça ont aimé ça, et c'est vraiment leur force. À partir du moment où on fait un parti pris, ce qui est vraiment le cas dans la mode ou dans d'autres parties, là, on peut se différencier. Deuxièmement, on peut aussi se différencier sur les types de services que l'on a. On vient d'ouvrir le plus grand centre de traitement de commandes de l'e-commerce dans le nord de la France, et qui, entre le moment où on passe une commande et le moment où le produit sort de l'entrepôt, il se passe moins de 2 heures. Donc ceci nous permet de servir au mieux les e-commerçants. Mais que vous inspirent les critiques qui commencent à se faire jour sur les méthodes d'Amazon, même en Allemagne, puisqu'en Allemagne, il y a des salariés d'Amazon qui sont en grève, ce qui n'est pas très courant, puisqu'on reproche à Amazon d'avoir un système social qui n'est pas particulièrement valorisant pour ses employés. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, qui êtes très sensible à ça? Est-ce qu'on peut faire du e-commerce et faire ces nouveaux business dans des conditions sociales acceptables? Alors déjà, il y a 2 points. En France, il y a des lois qu'il faut respecter. Voilà. Et puis deuxièmement, il y a après un investissement que l'on fait avec nos employés. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la transformation que nous avons dû faire en logistique. On était historiquement dans la VPC, maintenant ce sont des logistiques pour des e-commerçants. Nous avons décidé de former toutes les personnes de notre logistique en informatique et en commerce. Et donc nous avons fait des plans de formation, c'est 3 ou 4 jours de formation, où ceux qui ne connaissent pas l'informatique puissent être formés chez nous. Une fois que ces gens sont formés, ils rentrent chez eux avec un ordinateur. Ceci permet, premièrement, c'est notre responsabilité sociétale de former les gens sur les métiers nouveaux. Ça réduit la facture numérique et ça permet après de travailler avec les partenaires sociaux sur, avec ces nouveaux outils, comment on évolue. Pour fermer ce chapitre sur le e-commerce, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que des géants comme Amazon, notamment, ne payent pas d'impôts ou très peu en France? Est-ce que ça aussi, il y a une concurrence déloyale contre laquelle vous vous élevez? Alors là-dessus, il appartient au gouvernement de faire appliquer la loi par rapport à là où Mais vous lui donnez des billes au gouvernement quand même? Vous dites, regardez, là on est à armes inégales. Je trouve effectivement des fois surprenant que certaines sociétés qui ne payent pas d'impôts en France aient des aides de l'État, et je les ai exprimées. Voilà, maintenant, le gouvernement fait son travail, de même que le patron d'entreprise fait son travail. Bon, Entreprise et Progrès, qu'est-ce qui vous distingue d'autres associations patronales? Est-ce qu'on pourrait qualifier Entreprise et Progrès, ne serait-ce que par son nom de patronat de gauche? En fait, c'est plutôt des patrons avec une sensibilité de gauche qui se retrouvent Alors, dans nous sommes cette déjà association? totalement apolitiques, totalement aconfessionnels. Nous avons été créés il y a 40 ans par François Dalle et Antoine Riboud. Il faut rappeler quand même qu'ils sont Oui, François Dalle, pour nos plus jeunes lecteurs, qui n'étaient pas vraiment des patrons de droite. Non, mais c'était le patron de L'Oréal et Antoine Antoine Riboud, le patron de Danone. BSN en son temps. Voilà. Et à l'époque, ils se sont dit, il n'y aura pas de développement économique sans développement social. Mais si jamais on remonte dans le temps, Ford disait la même chose. Et Ford n'était pas connu comme étant un patron de gauche. Ford disait qu'il faut suffisamment payer ses employés pour qu'ils puissent acheter leur voiture. Absolument. Donc c'était une position qui était sociale. Et ceux qui nous regroupent, les dirigeants qui viennent à Entreprise et Progrès, sont derrière cette idée qu'il n'y aura pas de développement économique sans développement social. Alors c'est quoi? C'est l'intéressement et la participation, qui a été créé par Entreprise et Progrès il y a plus de 40 ans. Il y a plus de 20 ans, ce sont les premiers rapports RSE qui ont été faits par Nature et Découverte. Et voilà, il y a 5 à 10 ans, c'était la bienveillance et le travail des seniors. Sur l'intéressement et la participation, justement, vous avez l'impression qu'on recule sur ces sujets. On voit que, bon, notamment en matière de fiscalité, c'est beaucoup plus contraignant. Je trouve que c'est très dommageable, car c'était la vraie création de valeur qui se fait sur le profit qui est fait. Et donc je trouve que c'est très très dommageable, de même que de taxer les participations au capital avec des actions de la même manière que le salaire est très dommageable. Je pense qu'il faut, le plus on peut être aligné là-dessus et avoir un partage équitable de la création de valeur
est mieux. Mais comment est-ce qu'on fait alors pour justement encourager cet intéressement, cette participation dans une époque où on voit bien qu'on racle les fonds de tiroir et que c'est de plus en plus difficile d'avoir une marge de manœuvre? Bon, après, il appartient, je redis, au gouvernement de prendre ses décisions sur la Non, fiscalité. mais vous avez des idées dans Entreprises et Progrès pour essayer d'améliorer les choses, de donner un peu d'air aux salariés? Là-dessus, on ne prend pas de position fiscale. En revanche, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aider les sociétés dans la mutation que l'on vit. Donc si jamais on voit là-dessus, les sociétés vivent une mutation qui est très très forte. On en a parlé tout à l'heure. Mutation, mondialisation, des aspirations. Et donc, on voit aujourd'hui que par rapport à ça, il y a une complexité qui est la création d'emplois. Et quand on parle de comment on peut créer de l'emploi, pourquoi il y a une différence entre les PME et les jeunes qui n'arrivent pas à aller dans les PME qui n'arrivent pas à recruter des jeunes, ça vient parce qu'aujourd'hui, tout est codifié. Prenons le Code du travail. Le Code du travail, quand il a été créé par Napoléon, c'était sûrement une très très bonne idée, mais depuis chaque jour, chaque mois, il n'y a pas un ministre ou un député qui rajoute un élément. Ce Code du travail est illisible et impraticable, c'est quand même 1,5 kg, 4000 pages, 3400 amendements ou autres. Alors vous avez des propositions à ce sujet sur le Code du travail? Notre proposition est assez simple. Chaque article en lui-même... on essaie de le simplifier, mais chaque article a été fait pour une bonne cause. Et donc, c'est quelque chose qui est indétricotable. Dans ce que l'on dit, c'est repartons d'une page blanche. Retournons à l'âge de Napoléon. Repartons d'une page blanche. Et de même qu'il y a eu un code Napoléon, pourquoi pas un code Hollande? Napoléon L'idée là-dessus, à partir du moment où on repart d'une page blanche, on part de la personne, de ses aspirations. On prend en compte aussi, par exemple, le temps de travail tout au long de sa vie. Et on réécrit un code de la personne au travail. Alors c'est un objectif ambitieux, il sera peut-être en place en 2020, 2025, mais ce n'est pas de problème. Une entreprise travaille comme ça, elle se fixe un objectif ambitieux à long terme et après développe des moyens d'y aller. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec Napoléon, mais il y a une Joséphine DEA qui vous pose une question. Dans la période de crise actuelle de plans sociaux, parler de bienveillance n'est-il pas difficile ? Alors ça, c'est un autre sujet sur la restructuration. Si vous voulez, on peut parler. Cette personne a raison. Les restructurations... Alors déjà, il y a énormément de cas de différentes restructurations. Il y a des restructurations économiques, il y a des restructurations parce qu'il y a des développements nouveaux, parce qu'il y a des pertes de chiffre d'affaires. Enfin, mettre derrière le mot restructuration une espèce de chose englobante, je pense que c'est une erreur. Deuxièmement, il n'y a qu'en France où la restructuration est vue comme négative. C'est comme si c'était un gros mot. On ne parle pas aussi du fait que cette restructuration permet à la société de se redévelopper. Alors cette personne a raison parce qu'il n'y a pas assez d'anticipation. Dans beaucoup de cas, la restructuration est perçue comme un élément violent. Et donc ce que l'on fait... Y compris chez les patrons, c'est ce que vous essayez d'expliquer. Absolument. C'est-à-dire que souvent ils attendent trop avant de prendre les mesures qu'il faudrait. Il y a aujourd'hui une espèce d'attentisme de tout le monde. C'est comme un tabou. On n'ose pas en parler. Et donc, on attend le point critique pour finalement se lancer là-dessus. Donc, au sein d'Entreprises et Progrès, ce que l'on propose, c'est d'anticiper beaucoup plus. Parce qu'on voit que si jamais on anticipe, on arrive à mieux gérer ces restructurations. Et ce que l'on propose, c'est par exemple de créer un stress test dans les entreprises. De même qu'il y a un stress test pour les banques, créons ça dans les entreprises. La loi qui est passée au début janvier est très bien en disant, voilà, il faut partager avec les partenaires sociaux la stratégie de l'entreprise. Superbe. Mais tous les patrons vont parler de la stratégie de croissance, de développement et pas. On ne va pas voir dans la stratégie quid si jamais le chiffre d'affaires tombe de 20%. Et d'ailleurs, par rapport à la loi, on ne peut pas en parler. Imaginez qu'on prenne position là-dessus, ça pourrait être qui délit d'entrave, qui ceci, qui cela. Ce que l'on propose, c'est d'ouvrir clairement ces discussions avec les partenaires sociaux et de voir comment on peut faire. Au sein d'Entreprises et Progrès, je sais que certains membres d'Entreprises et Progrès travaillent là-dessus. Ils se disent, voilà, ma société va bien aujourd'hui, quid si le chiffre d'affaires descendait de 10 à 20%? Qu'est-ce que je ferais des personnes les plus fragiles? Comment je peux les former et les adapter à un nouveau métier? Est-ce que c'est un discours audible aujourd'hui, alors que le climat est quand même épouvantable? Le message principal des entreprises, c'est les charges, les impôts, d'avoir un discours à la fois plus raisonné ou raisonnable comme le vôtre et qui en plus porte sur le long terme. Comment faire passer ce message aujourd'hui, et d'ailleurs du côté des salariés aussi, où les urgences sont très très simples, le chômage et le pouvoir d'achat, et en ayant, on sent bien que ces paroles ne sont pas très audibles en ce moment. Alors ces paroles, paradoxalement, sont de plus en plus audibles parce qu'on s'aperçoit que l'action-réaction immédiate ne donne rien.
Sinon, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc j'aimerais vous dire, au contraire, les dirigeants d'entreprise et les partenaires sociaux recherchent ces paroles. À Entreprises et Progrès, nous sommes le premier Think and Action Tank qui avons fait rentrer parmi nos membres des syndicalistes. Et ensemble, on travaille sur ces sujets. Alors vous pourrez dire, c'est pas audible. On organise un colloque jeudi prochain au Bernardin de 5h à 8h sur ces sujets de réussir en France par rapport aux restructurations et du temps de travail. Si ce n'était pas audible, on n'aurait pas 2 fois plus de personnes qui veulent venir que l'on peut en accepter. Pour aller dans le sens d'Éric, Antoine vous demande votre avis sur la révolution des bonnets rouges. Il parle de révolution, vous parlez de Napoléon. Faut se rappeler qu'avant Napoléon, il y a eu la révolution. Est-ce que pour vous, on a besoin d'en passer par là, une révolution, ou est-ce qu'on peut aller directement à la case Napoléon ? Cette révolution fait partie de l'attentisme français et du déni de la réalité. Vous parlez des bonnets rouges. Oui, mais les bonnets rouges sont une réponse au déni qu'il y a. Quand on entend des dirigeants qui disent non, mais il n'y a pas de problème, ce n'est pas une mutation, c'est une crise, vous inquiétez pas, demain reviendra comme hier, c'est un déni de la réalité. C'est-à-dire qu'attendre la reprise et la croissance sans faire de réformes structurelles, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Qui est la position du président de la République actuelle. Je lui laisse sa position. Ce qui est intéressant plutôt, c'est de voir les sociétés, les sociétés en termes de généralité, les pays qui se sont transformés. Prenez la Suède, prenez le Canada, prenez l'Allemagne. Tous ces pays avaient beaucoup plus de difficultés que la France il y a 10 ans. Tous ces pays ont réalisé qu'on était dans une mutation. Tous ces pays se sont mis à travailler dans le dialogue social. Tous ces pays, aujourd'hui, ont des taux de chômage en dessous d'une autre, ont des déficits en dessous d'une autre et ont des sociétés prospères. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour faire ça ? Alors, 2 choses que l'on propose. Premièrement, sur le code de la personne au travail, au sein d'Entreprises et Progrès, en 2014, on va travailler dessus, en dialogue avec les partenaires sociaux, les patrons de grandes, petites sociétés, de sociétés françaises et étrangères, et nous aurons travaillé dessus. Une fois que ceci sera fait, on aura 2015, 2016 et les années d'après pour mettre en place. Ça, c'est quelque chose de très concret. Rédiger un code de la personne au travail. Absolument. Deuxièmement, ce que nous souhaitons déjà par rapport à nos membres, c'est qu'ils commencent à travailler sur ces stress tests dont on parlait, pour engager le dialogue avec les partenaires sociaux sur l'avenir de la société et les difficultés. Un peu le plan d'évacuation, c'est-à-dire s'il y a un incendie, par où on sort ? Ben voilà, j'aime bien l'image, mais c'est un petit peu ça. Dans une société, on doit faire d'ailleurs tous les ans ce plan d'évacuation, et ce qui permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. William demande, pensez-vous que la véritable transformation de nos entreprises, celle qui permettra une nouvelle expérience pour chacun des clients, se situera dans la sphère des relations de management et de coopération au sein de l'organisation ? C'est quelqu'un qui est proche de votre organisation, il a l'air de connaître vos problématiques. Est-ce qu'il y a une révolution du management qui est à attendre ? Non, je crois que la question est un petit peu théorique, donc je vais essayer de revenir un peu plus basique. Si jamais on voit historiquement le travail, on était beaucoup dans le secteur primaire, et donc le travail c'était lié à l'énergie. Quand il fallait aller au charbonnage, tirer X kilos de charbon, donc le meilleur proxy de ça c'était le temps. Beaucoup de travail aujourd'hui sont créés dans des industries tertiaires. Finalement, le proxy du temps ne répond plus à ça. Qu'est-ce qui répond à ça ? C'est l'objectif. Et donc, ce sur quoi on milite, c'est on ne nie pas qu'il y a le temps dans une mesure du travail, mais travaillons beaucoup plus sur de management par objectif. Et je veux vous parler d'une autre entreprise qui fait aussi partie d'Entreprises et Progrès. C'est une société de consultants, ils sont quelques consultants en informatique. Ils ont décidé de partir de Paris. Ils disent c'est pas possible, on passe 1 heure à 2 heures de transport à Paris, on veut voir nos enfants et on veut vivre près de la mer. Ils sont près de la mer. Et l'accord qu'ils ont avec le dirigeant qui est resté à Paris pour voir ses clients, c'est tu ne m'appelles pas le matin avant 9h15 parce que j'amène les enfants à l'école. Et le mercredi après-midi, je le prends off parce que je suis avec mes enfants. Mais en contrepartie, s'il faut travailler pour un client ou avoir un conference call à 9h du soir, après le dîner, on peut le faire. Et donc voilà comment des types d'organisations arrivent à s'adapter en ayant
un management par objectif et en mettant la personne au centre des décisions. Là, vous prenez un exemple très sympathique, qui est très particulier. Un supermarché, un artisan ne peut pas se délocaliser, en tout cas ne pas s'organiser comme vous le dites. Parce que, à vous entendre, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une sorte d'avant-garde éclairée d'entreprises qui, effectivement, avancerait sur ces terrains-là. Enfin, l'immense majorité des entreprises et des petites entreprises dont on parle beaucoup, dont on dit que c'est le gisement d'emploi, qui feront 5, 10, 15 salariés, vous leur parlez de stress test aujourd'hui, vous leur parlez de tout ce que vous évoquez là, j'ai l'impression qu'on dit, mais de quoi me parlez-vous? Je vous parle un peu brutalement directement, mais enfin, les sujets sont là, quoi. Je vous propose de prendre un exemple. Je vous propose de prendre un exemple extrême. La marine. La marine, quand on est sur un bateau, c'est 24 heures sur 24. On n'a pas le choix. Oui, mais ils ont été embauchés pour ça. Ils ont choisi ce métier pour ça. On n'a pas le choix. Jusqu'à il y a 10 ans, quand le bateau rentrait en port, eh bien pour nettoyer le bateau, il fallait être là à 8h moins le quart et partir à 5h30. Eh bien, un amiral, l'amiral Lajoux, qui a été nommé DRH de l'année, qui travaille aussi au sein d'Entreprise et Progrès, a testé quelque chose de nouveau. Il a dit, à vous qui rentrez au port, on sait qu'on a 2 mois pour que le bateau puisse repartir, à moins qu'il y ait un élément urgent. Pendant ces 2 mois, la priorité, c'est votre famille. Et donc, nous nous fixons des objectifs que d'ici 2 mois, le bateau soit opérationnel. Il vous appartient de vous organiser pour venir et faire que votre mission soit faite. Et que ce soit le travail du soir, du matin. Un jour, cet amiral se balade sur son bateau, un samedi, et parce qu'il n'était pas rentré chez lui, sa famille était dans une ville, et voit quelqu'un qui est en train de faire son travail. Il dit, pourquoi tu n'es pas avec ta famille? Il dit, non. Il dit, hier matin, je me suis aperçu que des gens ont cambriolé ma voiture. Il dit, au lieu de venir ici, ce que j'ai fait, mon épouse était paniquée, j'ai pu passer du temps avec elle, j'ai appelé mon assurance, je suis allé voir les policiers. Donc oui, je suis arrivé en retard, et aujourd'hui, je compense cela. Donc voilà, même dans l'armée, à partir du moment où on fixe des objectifs et on met la personne au centre, on arrive à trouver des éléments qui permettent cette flexibilité. Bob, que pensez-vous de l'initiative de Denis Père, entrepreneur qui se lance en politique avec le parti Nous Citoyens? Est-ce que vous croyez à ces chefs d'entreprise qui veulent faire de la politique et veulent changer le monde? Je crois à toute bonne initiative qui dépasse les clivages que l'on a aujourd'hui. Il y a un sujet quand même, juste pour rebondir sur cette question, c'est que qui aussi monte à la fois chez certains chefs d'entreprise, mais aussi dans la population, à tort ou à raison, c'est que les politiques sont de moins en moins capables de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie, dans la vie des entreprises. Donc il faudrait une sorte de montée en puissance de la société civile. On ne sait pas très bien comment d'ailleurs, mais je rebondis là-dessus, il y a aussi un problème de corps intermédiaires, c'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien qui peut être en responsabilité et qui a véritablement les capacités pour faire évoluer les choses dont vous parlez. Il appartient aux politiques français de bien comprendre le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, la valeur est quand même créée en entreprise. À des moments, on dit il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'emploi, donc on va rajouter des postes ou des fonctionnaires. Je dis attendez, c'est bien, tout le monde travaille et je reconnais il y a des rôles absolument essentiels à faire en défense, en éducation et autres, mais quelque part il faut créer de la valeur. Ça s'est fait dans le privé. Et donc oui, je suis très triste que dans notre Assemblée nationale, il n'y ait que 10% des personnes qui connaissent le monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'au sein d'Entreprise et Progrès, nous allons tous les 2 mois à l'Assemblée nationale et nous leur parlons de la conjoncture. Je pense que s'il y avait plus de connaissances de l'entreprise de la part de nos députés, des règles seraient différentes. Le risque est moins pour l'entreprise, plus pour nos députés. Ce qui serait dommageable, c'est que finalement, il y a tel décalage entre la compréhension de la situation d'aujourd'hui, qui sont vécues les aspirations des gens et ce que ces personnes votent, alors il y a des événements comme ceux qui passent avec les bonnets rouges ou des difficultés trop fortes et que finalement, que ce soit l'Europe ou des territoires prennent des décisions et qui exclut les députés. Vous, Denis Thérien, à titre personnel, pourquoi cet engagement? Vous êtes chef d'entreprise, on imagine avec un agenda bien rempli, 7000 personnes, c'est ça, 3 IS. Vous trouvez le temps de venir ici, de vous réunir avec vos petits camarades, de réfléchir à un nouveau code du travail? Parce que là-dessus, nous n'avons pas de réponse toute faite.
à Entreprises et Progrès, mais c'est aussi de la manière dont je travaille, je n'ai pas de réponse toute faite, il n'y a pas des grandes théories, on apprend à partir du moment où on part du terrain et des expériences vécues et partagées. Donc oui, il est nécessaire de partager ces expériences, de les confronter, de savoir ce qui se fait bien chez l'un et chez l'autre pour derrière les appliquer chez eux. Ça, c'est donc une nécessité en tant que dirigeant d'entreprise. Deuxièmement, si jamais nous avons la chance d'avoir des expériences qui peuvent marcher, il est notre responsabilité, parce qu'on aime la France, de les partager à d'autres. Clémence vous demande, elle a dû écouter votre histoire de marin, le type d'organisation dont vous parlez ne fonctionne que si les gens sont responsables dans leur travail. Pensez-vous vraiment que tout le monde en soit capable ? C'est vrai que ce marin, il a eu une conscience professionnelle forte, revenir balayer le pond du bateau. Il a un rapport à son métier qui n'est pas forcément celui du... C'est possible pour tout le monde. Vous, les logisticiens que vous employez, c'est-à-dire les jeunes générations Y qui sortent sans formation, ils auront cette conscience professionnelle si on leur laisse les clés de l'entrepôt ? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de travailler avec des personnes, d'avoir des personnes motivées, si jamais ils connaissent le sens de pourquoi ils sont là. Mais vous voyez, une entreprise, c'est comme dans une famille. Dans une famille, quand on a des enfants, il y en a un qui veut faire ceci, l'autre cela. Si jamais on arrive à montrer le sens de ce qu'on va faire ce week-end et autres, ça n'empêche pas, on arrive à faire avancer les personnes. Ça n'empêche pas qu'à un moment, il faut qu'une décision soit prise. Ça, c'est la responsabilité du management ou du dirigeant. Une société n'est pas une démocratie. En revanche, il est important aux dirigeants de donner le cap, donner le sens, de s'apercevoir. Et les sociétés qui réussissent le mieux, ce sont celles qui arrivent à partager ce sens et à le faire qu'il s'imprègne dans toute l'organisation. On a beaucoup encore à apprendre. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore énormément de choses à faire, mais je pense que si jamais c'est là aussi l'objectif qu'on se donne, tous les jours, on avance vers cet objectif. Qu'est-ce que vous pensez de... C'est un petit peu lié à tout ce que vous évoquez, du projet de loi notamment Hamon concernant la reprise d'entreprise par les salariés, de la facilité, voire quasiment certains disent même de l'imposer, puisqu'on critique beaucoup la surinformation qu'on donnerait au comité d'entreprise, l'obligation de l'informer. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui monte un petit peu, l'économie sociale, etc. Est-ce que ça participe de ce mouvement que vous évoquez, vous ? Oui, ça participe à une responsabilisation de tous les acteurs de l'entreprise à construire l'entreprise de demain. De même que on est la première association patronale à Entreprises et Progrès à avoir des syndicalistes chez nous. Et donc c'est aussi cette responsabilisation de dire c'est ensemble, par ce dialogue social, qu'on va trouver les solutions. Le patronat n'a pas toutes les solutions à tout. Les syndicats n'ont pas toutes les solutions à tout. Le politique n'a pas toutes les solutions à tout. Si jamais chacun reste dans son élément, dans son domaine de compétences, mais travaille sur ce dialogue social, alors ensemble on trouvera les bonnes solutions, comme ça se voit dans tout un tas d'exemples. Pourquoi faire ce travail en dehors du MEDEF ou d'autres grosses organisations patronales et pas essayer de faire évoluer finalement ces institutions ? Pourquoi avoir recréé à côté finalement encore une énième chapelle ? Il y a 3 types d'organisations patronales. Certaines sont en négociation et confrontation, et c'est un rôle. Le MEDEF par exemple en fait partie. D'autres sont des think tanks top-down, qui font parler beaucoup de macroéconomistes. Voilà. Nous pensons que la vérité part du terrain. Nous pensons que c'est du bottom-up par rapport à l'expérience partagée et le dialogue social. C'est ça qui nous fonde. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que ça aussi c'est un débat qui est monté ces derniers mois, que ce fameux bottom-up dont vous parlez, il est en train d'évoluer chez les syndicats. C'est-à-dire qu'on a bien vu de la base qui quelquefois désavouait, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, je dirais progressiste ou au contraire très conservateur. Est-ce que ça c'est un phénomène aussi qui peut changer ? Oui, je crois que... Vous le vivez dans les entreprises ? On le vit dans les entreprises et ça revient à remettre l'homme au centre de l'équation. Quand vous parliez tout à l'heure de certaines révoltes à gauche, à droite, c'est attention, tout ce qui vient du top-down, si jamais il n'y a pas de sens, ne marche pas. Donc repartons de la base de ce dialogue social, venons avec des bonnes idées. Et je pense que c'est une évolution qui est en train de prendre la France, parce qu'on s'est aperçu qu'à force de donner des lois top-down par des gens qui ne connaissaient pas le monde de l'entreprise, on parlait tout à l'heure des difficultés qu'on a, que ce soit du code du travail ou autre, eh bien on est totalement sclérosé, on ne peut plus avancer. Alors, une dernière question peut-être de Paul. Pensez-vous pouvoir convaincre les politiques de vous suivre ? On entend ce discours finalement, ce bon sens presque, auquel on a envie de souscrire, mais est-ce que vous allez être suivi par ceux qui prennent les décisions ?
Je ne sais pas si je serai suivi. En revanche, ce que je sais, c'est que nous allons, au sein d'Entreprise des Progrès et d'autres associations, travailler énormément là-dessus. Nous sommes tous les 2 mois à l'Assemblée nationale où nous parlons avec des députés sur la situation. Il y a quelques années, très peu de députés venaient nous écouter. La dernière fois, il y avait énormément de députés qui venaient comprendre, je regarde de la base des entreprises, comment ça se fait. Vous avez l'impression que c'est encore au sein des entreprises qu'on fabrique le progrès dans ce pays? Est-ce qu'il y en a un autre endroit? Bon, on conclura sur cette interrogation. Merci à Denis Thérien d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu aux questions d'Éric, de moi-même et des internautes. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Tribune des décideurs.